Bienvenue à tous dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Nous vous proposons tout de suite les titres de cette édition. Adopté le 18 décembre 2018, le programme social du gouvernement vise à accélérer la visibilité des réformes sociales au bénéfice des populations. Un programme de 2 ans qui se décline en 156 actions. À mi-chemin, le ministre de la Communication et des Médias dresse le bilan. 19 pays d'Afrique unissent leurs efforts contre la faim. À travers le mouvement Scaling Up Nutrition, des experts ont entamé des réflexions. Ils misent sur la synergie d'action de la société civile afin de lutter efficacement contre ce fléau. 18,5 millions de personnes ont souffert de malnutrition chronique en 2018. La Côte d'Ivoire est fortement dépendante de l'importation de bovins et d'ovins. La production de viande et d'abats, estimée à 63 000 tonnes, ne couvre même pas la moitié des besoins. Une des solutions pour combler le déficit, le croisement des races de bovins et d'ovins. Nous en parlons dans Ecopus. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans. Il aura dirigé le pays de 1981 à 2011. La présidence égyptienne a annoncé qu'elle se chargera d'organiser les funérailles de l'ex-chef d'État. Bienvenue à tous. On démarre ce soir à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Le président du Sénat y a reçu au siège de l'institution l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Les échanges ont essentiellement porté sur le leadership féminin pour une meilleure implication des femmes dans les prises de décision. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Siège du Sénat Yamoussoukro, poignée de main entre le président Jeannot Ahoussou-Kouadio et son Excellence Yvette Soraya Daoud, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. L'audience accordée par le président du Sénat porte sur le leadership féminin. Plus de place à la femme dans la sphère des prises de décision. Elles sont un certain nombre d'ambassadeurs, femmes ambassadeurs, 17, et qui sont en train de monter une association avec des femmes parlementaires, députées, sénatrices, des femmes mères, pour voir comment les femmes peuvent contribuer à consolider la paix retrouvée en Côte d'Ivoire et à les impliquer plus dans les activités politiques, économiques et sociales. Nous nous trouvons en plein centre de la Côte d'Ivoire, que le royaume baoulé est gouverné, administré par une reine. Donc nous sommes dans la même logique qu'elle. Les femmes aussi, j'espère qu'elles vont réussir à plus du quota de 30%. Ce serait très bien, je pense, d'avoir un bon mélange qui dirige le pays. La Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques avec le Royaume des Pays-Bas depuis le 9 janvier 1961. Les échanges entre les deux pays sont surtout économique. Était présente à cette audience Marie-Irène Richemont-Aoua, sénatrice ivoirienne. Après son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent, la Côte d'Ivoire est candidate pour l'obtention d'un siège au Conseil des droits de l'homme pour la période 2021-2023. Lors de la 43e session de ce Conseil, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a pris part à plusieurs rencontres pour promouvoir la candidature ivoirienne. Michel Digré. 43e session du Conseil des droits de l'homme, le ministre ivoirien des Affaires étrangères fait la promotion de la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège à Genève. Marcela Montano a partagé l'expérience du pays en matière de promotion et de respect des droits humains et a appelé au renforcement du multilatéralisme pour une application du droit international humanitaire. À l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères a invité les États à favoriser le dialogue pour éviter les conflits. En marge de cette 43e session, Marcela Montano a rencontré ses homologues suisses et irlandais. Il a également pris part à une réunion sur le multilatéralisme co-organisée par la France et l'Allemagne. 156 actions, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement. Le programme social du gouvernement ivoirien atteint sa vitesse de croisière selon le ministre de la Communication et des Médias. Sidi Touré en a dressé un bilan face à la presse et il a demandé le soutien de chaque Ivoirien pour ce projet au bénéfice de toute la Côte d'Ivoire. Franck Kouadio.
Bilan 2019 du programme social du gouvernement PSGouv, le ministre de la Communication et des Médias est face aux journalistes. Les 5 axes stratégiques sont passés au crible, entre autres les questions d'accès à la santé, l'employabilité, la sécurité alimentaire et l'éducation. Le recrutement des enseignants a été intégralement réalisé. Les 10 300 personnels ont tous été formés et sont actuellement en situation de responsabilité. Au-delà, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la mise en responsabilité de 5 000 enseignants du primaire sortis des CAFOP, 901 professeurs de collège, 585 professeurs de lycée et 440 animateurs éducateurs préscolaires. Au total, en 2019, 17 226 enseignants et personnels d'encadrement ont été mis en responsabilité dans le système éducatif. L'éducation, mais aussi l'électricité pour tous. Au titre de l'accès à l'électricité, 1 8 853 ménages bénéficient de la réduction de 20% du tarif social d'électricité contre 930 910 alors lors de notre dernière conférence de presse. L'on note donc une progression par rapport au mois de septembre 2019 de 3,9 milliards de francs CFA économisés sur l'année 2019. Les préoccupations autour des logements sociaux ont été scrutées. L'objectif de 150 000 logements est réalisable. La machine est un moment grippée par l'ampleur des réaménagements techniques tels ouvrages d'assainissement et VRD. La question de la couverture maladie universelle a été aussi au centre des échanges. 82 530 bénéficiaires enregistrés au 31 décembre 2019. Sans oublier l'amélioration du réseau routier avec pour objectif la réalisation du reprofilage de 120 000 km de routes et de pistes rurales sur la période 2019-2020. En somme, un PSGouv qui atteint sa vitesse de croisière selon le conférencier. 2 années donc pour l'application du programme social du gouvernement PSGouv. Le taux d'exécution financière est de 89,9%, soit 332 milliards de francs CFA sur 369,5 milliards de ressources disponibles. Le défi pour 2020 sera d'accélérer davantage l'exécution des activités. La santé est un volet important de ce programme gouvernemental. La malnutrition chronique touchait près de 15 millions de personnes en 2000 et jusqu'à 18,5 millions en 2018 selon les estimations conjointes de l'UNICEF et de l'OMS. Le mouvement Sun réunit à Abidjan des experts qui vont mener des réflexions pendant 4 jours. Ces experts misent sur la synergie d'action de la société civile pour une efficacité dans la lutte contre la malnutrition. Amadou Ouattara. Ces experts de lutte contre la malnutrition sont issus de 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont à Abidjan pour 4 jours. Avec la contribution des invités spéciaux d'Europe, ils vont mener des réflexions autour de la notion de capital humain. Un concept qui repose sur 5 indicateurs de santé et d'éducation ayant une corrélation indirecte avec la productivité pour lutter efficacement contre la faim. On parle de cette année d'à peu près 11 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et par rapport à cela, les estimations, en tout cas les besoins en financement, vont au-delà de 6 milliards de dollars de besoins en investissement. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cela? On a une forte implication des gouvernements. La Côte d'Ivoire est un exemple avec l'implication du vice-président qui a fait de la lutte contre la malnutrition une des priorités de ses actions et je pense que c'est à saluer. Selon ces experts du mouvement Scaling Up Nutrition, SUN, la situation sur la malnutrition en Afrique est préoccupante. En 2018, près d'un enfant sur 3, soit 29,9%, souffrait de la malnutrition chronique avec un nombre de victimes qui ne cesse de s'accroître, passant de 14,9 millions en 2000 à 18,5 millions en 2018, selon les dernières estimations conjointes UNICEF-OMS. Face à ces enjeux, que devons-nous faire? Nous devons nous unir, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, secteur privé, milieu académique et de la recherche,
et coordonner nos efforts pour l'atteinte de nos objectifs. La mutualisation des efforts de multisecteurs et parties prenantes s'impose tant au niveau mondial, régional et national. Ce renforcement des capacités de la société civile contre la malnutrition est le fruit d'une collaboration du mouvement Scaling Up Nutrition Sun, action contre la faim en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Agence française de développement et le Bureau des Nations Unies pour l'appui au projet. Plusieurs structures internationales telles que UNICEF y apportent également leur soutien. Lutter contre la malnutrition passe par l'autosuffisance en termes de production agricole et animale. Pour arriver à s'autosuffire, la Côte d'Ivoire explore toutes les pistes, notamment lors du Salon de l'agriculture à Paris. Il y a question de partenariat pour la transformation de produits comme le manioc ou encore l'anacarde. La recherche de financement des projets agricoles est également à l'agenda de la délégation ivoirienne. Mamadou Kwasi. Pour la valorisation de l'agriculture ivoirienne et surtout pour la transformation locale des produits agricoles, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani multiplie les rencontres avec les institutions et les opérateurs économiques. Une délégation d'investisseurs français venus de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes est intéressée par la transformation du manioc et la noix de cajou. La transformation du manioc par une industrialisation de ce produit. Aussi, l'anacarde est pour nous un sujet important puisque nous avons des équipementiers qui sont spécialisés dans la transformation de fruits en jus. Le Maroc et le Sénégal veulent partager leur expérience avec la Côte d'Ivoire. En plus des entretiens, le ministre sénégalais de l'Agriculture a visité le stand de Côte d'Ivoire en vue de s'imprégner de la politique de transformation locale. J'ai remarqué les efforts importants qu'ils ont fait en matière de transformation. Même la cola, maintenant, on a vu des liqueurs de cola. Donc je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Il y a maintenant le chocolat aussi à Abidjan. Il y a le cajou là. Et donc tout ça sont des produits dont j'espère qu'ils vont faire merveille en Afrique. Parce que l'Afrique doit arrêter, bien sûr, de ne produire que des matières premières. Nous devons insister sur la transformation pour avoir plus de valeur ajoutée. Avec le CIRAD et l'Agence française de développement, les échanges ont porté sur les perspectives dans le domaine de la recherche et du financement. Développer un programme de coopération dans le champ du maraîchage et des cultures vivrières avec un intérêt tout particulier pour le développement de l'emploi en milieu rural, pour produire et du revenu et de la formation et de l'emploi en milieu rural. C'est de poursuivre et amplifier le travail sur les activités de foncier. Et puis il est prévu également de poursuivre tout le travail de restructuration du bassin cotonnier qui, comme vous le savez, est un facteur et un secteur très important pour l'agriculture de Côte d'Ivoire, notamment pour l'emploi, mais aussi parce que le coton est automatiquement associé avec des cultures vivrières. La Côte d'Ivoire reste déterminée, selon le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, pour l'autosuffisance alimentaire et surtout pour le bien-être des producteurs. L'autonomisation des femmes, parce que nous savons que les femmes, quand elles ont les moyens, c'est la famille qui s'en trouve heureuse. Et donc il faut pouvoir aider les femmes à aider les familles. Il faut également aider les jeunes à pouvoir s'installer. Donc ce sont autant de projets dont nous avons parlé et pour lesquels nous avons vraiment de l'espoir parce que la France, à travers ses représentations, s'est engagée à nous aider. Ces différentes rencontres bilatérales s'inscrivent également dans le cadre des préparatifs du SARA 2021. Et la question d'autosuffisance est au cœur du dossier économie de ce mardi. La production nationale de viande et abats est estimée à 63 000 tonnes et ne couvre que 48% des besoins. Pour combler le déficit et réduire les importations, une des solutions envisagées est le croisement des races de bovins et d'ovins. Cela est l'affaire du projet de gestion intégrée des ranchs et stations d'élevage, mais également de particuliers à la recherche d'une meilleure rentabilité. Et nous en parlons dans EcoPlus, signé Jean-Luc Bangbo. Tous les matins, Mohamed Diko fait le tour de ses fermes. Depuis une dizaine d'années, il s'est spécialisé dans la production de lait de vache, mais également de viande de boucherie. Il n'y a pas de nouvelles naissances? Mohamed possède 7 parcs au total dans la région de Toumoudi pour 1 millier de têtes de bovins, majoritairement de la race des Goudal.
Cette race, en tout cas, elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte beaucoup de lait par rapport aux Ndama et Zébu. Les vaches de Mohamed ne produisent que 2 à 3 litres de lait par jour, largement en deçà de la moyenne. Pour booster sa production, il a opté pour le croisement des races ou métissage. Celui-là, son père, c'est un Goudal. Voilà, c'est un Goudal. On l'a mis ici les Zébu et voilà ce que ça donne. Des croisements dont Mohamed a déjà pu constater les résultats. Les métis, ils deviennent plus résistants que les autres. Ils deviennent plus résistants que les Goudal et plus résistants que les Zébus. Et en viande aussi, ils produisent plus de viande que tous les autres. Des résultats probants, mais Mohamed dispose de peu de moyens pour mener à bien ces croisements indispensables à la survie de son activité. Ce que vous voyez, on n'a pas les moyens pour faire l'insémination artificielle. Donc nous demandons la subvention de l'État pour pouvoir nous aider à faire cette insémination artificielle, pour pouvoir gagner plus de lait pour commercialiser et gagner plus en viande. Approvisionner le marché en produits laitiers et viande, c'est également l'objectif d'Anatole Amichia. Sa spécialité, la viande de boucherie qu'il produit, lui aussi, grâce à la technique de croisement des races. Je suis en train de faire un croisement, un Brahman avec les Zébus. Les blancs que vous voyez, ce sont les Zébus. Un croisement avec les Brahman. Moi, donc, je me dis que d'ici 2 ou 3 ans, je n'aurai seulement que des Brahman. Aller vers l'autosuffisance bovine en Côte d'Ivoire, ça fait partie de nos volontés. Mais il faut qu'il y ait la volonté politique qui nous accompagne. Le croisement des races est une politique développée à l'échelle nationale. La production de bovins issus de ce procédé est passée de 600 en 2011 à 1355 aujourd'hui, soit une hausse de 126%. Le croisement des races, une technique utilisée aussi chez les ovins. Voici la station de contrôle individuel du Programme national de sélection ovine, PNSO, un programme d'appui au développement de l'élevage d'ovins sous la tutelle de l'ANADER. Notre station, nous produisons des béliers que nous diffusons dans le milieu extérieur. Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est l'augmentation du revenu de l'éleveur. Nous sommes là également pour la préservation de cette race-là. Au Programme national de sélection ovine, la race Djalonké est considérée comme la solution pour pérenniser l'élevage de moutons en Côte d'Ivoire. Il a des caractères très intéressants. Il ne fait pas de trypanosomiase. Et en dehors de ça, par rapport au climat, il est rustique. Le climat héberge beaucoup de maladies. Sa rusticité permet quand même son élevage partout. Le PNSO a également installé des fermes de multiplicateurs de Djalonké afin de poursuivre la promotion de cette race. C'est également la mission de la station ovine de Béomi délocalisée à Toumoudi. Ici également, ces spécialistes travaillent à la sélection et à la sauvegarde de cette race pure. Ce sont ces petits-là qui sont développés et au bout de 8 à 12 mois, les femelles qui sont dedans sont mises à la disposition des populations sous forme de élevage. Les meilleurs béliers Djalonké issus du PNSO sont mis à la disposition de la station en vue d'assurer le peuplement de la Côte d'Ivoire en cette race. Nous sommes en phase de production et nous pensons qu'en 2020, nous pouvons proposer à notre ministère que nous avons des troupeaux qui peuvent être ventilés sous forme de noyaux d'élevage. Qu'il s'agisse de bovins ou d'ovins, la sélection de races ou le croisement reste la meilleure option pour le développement de ce type d'élevage. Une sorte d'amélioration génétique dans la cheville ouvrière est le programme de gestion intégré des ranchs et stations d'élevage. Vu la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, parce que cette problématique est très importante, en viande, on dépend à hauteur de 55% et en lait, on dépend à hauteur de 83%. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on va concéder l'aspect production à des partenaires privés qui ont les moyens financiers et qui ont une expertise avérée, souvent une expertise mondiale dans le domaine de la production. Au fur et à mesure, à travers ces concessions, c'est-à-dire qu'un accompagnement de l'État à travers ces partenaires publics-privés, ça permet de pouvoir absorber ces demandes vis-à-vis de l'extérieur. Un partenariat public-privé qui devrait déboucher sur la création du plus grand complexe agro-industriel laitier du pays à Toumoudi. Un pas de géant vers l'autosuffisance en la matière, sans compter la création d'emplois et de façon générale, le développement intégré de l'élevage.
Le croisement des races, piste de solutions explorées pour mettre fin au déficit de production bovine et ovine, un dossier réalisé par le service économie de la rédaction. Et on change de cap pour aller à la découverte des cultures et des peuples de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la paix et la cohésion ont également rythmé la célébration du Mardi Gras ce 25 février dans les établissements préscolaires et primaires. Des processions pleines de couleurs et de cadences ont donné une autre allure aux rues d'Abidjan. Herman Sirignon et Jean-Marc Diagy. 25 février, jour de la célébration du Mardi Gras dans les écoles. Les tout-petits ont décidé de célébrer cet événement à travers des parades dans le district d'Abidjan. Dans la commune de Cocody, au centre de protection de la petite enfance de Riviera d'Anono et à Cocody Centre, les enfants sont vêtus de tenues traditionnelles et d'apparats des forces armées de Côte d'Ivoire pour symboliser l'union et la cohésion sociale. On fait Mardi Gras. Pourquoi Mardi Gras? On danse, on danse, on danse. Nous sommes en 2020 et aujourd'hui plus que jamais, il est temps de parler de cohésion sociale, de formater la population à prendre en compte la cohésion et la paix durable pour que nous puissions aller sereinement au développement. Plusieurs thèmes ont été choisis cette année, entre autres la solidarité, la découverte des Antilles, le renouveau, cela selon les différents responsables des écoles pour apprendre l'amour, les différentes cultures et traditions aux tout-petits, afin de les inviter à plus de tolérance et de partage. Il y a l'intégration qui précède aussi la paix. Alors nous avons fouillé, nous avons cherché, aller très loin. Parce que demain nos enfants, pourquoi pas, ils iront aux Antilles. Il faut qu'ils connaissent au moins comment ils s'habillent là-bas. Le Mardi Gras est la journée qui précède le mercredi des Cendres, ce jour qui ouvre le temps de carême chez les catholiques. Il se célèbre 47 jours avant la Pâque. Le bien-être des enfants au cœur des actions de l'épouse du vice-président. Clarisse Duncan offre des vivres, non-vivres et numéraires d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA à l'orphelinat de Grand Bassam. Ce geste va permettre une meilleure prise en charge alimentaire pour les 110 pensionnaires que compte l'établissement. Mahama Traoré et Awa Touré. Des dizaines de sacs de riz, des bidons d'huile, des pâtes alimentaires et bien d'autres vivres. Voici ce que Clarisse Duncan, l'épouse du vice-président de la République, est allée offrir à l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Un don pour améliorer la prise en charge alimentaire des 110 pensionnaires que compte cet établissement. Clarisse Duncan, qui n'est pas à son premier geste du genre au bénéfice de l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Le devoir de mémoire m'oblige à rappeler entre plusieurs actions que vous avez déjà menées en faveur de nos filles, la fête de Noël du 15 décembre 2018, où vous avez apporté beaucoup de joie et de bonheur à ces filles qui sont pour la plupart des enfants qui ont rarement eu une véritable vie d'enfant. Je voudrais, chers mémés, vous dire mot clois pour votre attention toute particulière, signe de votre grand amour pour vos petites filles. Sachez que votre présence nous honore et nous rassure. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et nous donne d'espérer en des lendemains meilleurs. En plus de ces dons en vivres, Clarisse Duncan a également apporté un soutien financier aux parents des 4 enfants nés lors des inondations survenues en octobre 2019 à Grand Bassam. Des Ivoiriens exilés au Ghana du fait de la crise post-électorale sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils sont 106 arrivés au poste frontalier de Noé ce mardi. Ils ont été conduits dans les locaux de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ils y ont rempli les formalités d'enregistrement avant de regagner leurs localités respectives. De 300 000 exilés en 2011, l'on enregistre à ce jour autour de 20 000 Ivoiriens exilés du fait de la crise post-électorale. Le Ghana en compte à lui seul encore 6 500. L'Afrique de l'Ouest célèbre ce mardi le 50e anniversaire de déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie. Cette déclaration a été adoptée le 25 février 2015 par les pays membres
de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, et cela lors d'une conférence ministérielle organisée par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR et la CEDEAO. Elle renferme 25 engagements ayant trait à la prévention de l'apatridie. 5 ans après, quelles sont les avancées en Côte d'Ivoire? Le représentant résident du HCR, Mohamed Askia Touré, a rendu public une déclaration commune avec le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, dans les locaux de l'institution dans la commune de Cocody. À Divo, dans le Lodjibois, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier rencontre les communautés dans le cadre d'une campagne en faveur du vivre ensemble et de la paix. Ces populations venues de toute la région ont sollicité le gouvernement pour avoir une maison du vivre ensemble. Léon Brou. Plus de 70, tous des chefs de communauté, notamment Baoulé, Malinké et CEDEAO, conduit par le chef du canton Bakoui Nord à San Pedro, chez le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Une visite pour marquer l'adhésion des populations au vivre ensemble et à la paix, objet de la récente tournée de sensibilisation du ministre Amédée Kouakou à San Pedro. Le message qu'il a passé, la population a compris. Et nous avons aussi besoin de lui pour venir le remercier parce que tout ce qu'il dit, au nom du président, nous sommes tous d'accord pour vivre en paix. Aujourd'hui, on ne doit pas faire autre chose pour ne pas la Côte d'Ivoire se retourne en arrière. Le vivre ensemble dans le Bakoui Nord s'origine en partie dans la construction du barrage de Kossou. Autochtones Bakoui accueillent des déguerpis baoulés dans les années 1970. Suivront les Malinké et les communautés de la CEDEAO. Toutes sont unanimes. La visite du ministre de l'Équipement, la première de membres du gouvernement, depuis la crise ivoirienne a stimulé le vivre ensemble. Désormais, leitmotiv à pérenniser pour le développement à San Pedro. Une maison du vivre ensemble se veut ainsi indispensable et l'appui du gouvernement et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sollicité. Le Premier ministre est pour la réconciliation et je suis convaincu que ce message-là va avoir un écho favorable pour montrer qu'à travers cette maison, qu'on soit Bakoué, qu'on soit Baoulé, qu'on soit de la CEDEAO, qu'on soit du nord, du centre, partout d'où on vient, notre pays a besoin de cohésion, notre pays a besoin de développement. Vous avez vu les parents, c'est du développement dont ils ont besoin. Et ils savent que ce développement, ils ne peuvent l'obtenir que lorsqu'il y a la paix dans notre pays. Sa mobilisation pour la paix et le développement, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier l'a entamé début d'année dernière. L'étape de San Pedro remonte à novembre 2019. La paix et la cohésion également au devant de la scène culturelle. Ce sont les messages que l'artiste ivoirien Tikendia Fakoli véhicule au cours de la tournée nationale qu'il a entamée. L'étape de Dieucoué dans l'ouest du pays avec Issaïo. Dieucoué, capitale de la région du Guémon, parade dans les rues et les lieux publics. C'est ce que fait la star du reggae ivoirien Tikendia Fakoli pour confirmer sa présence dans la ville. À pied, à moto, la population prend rendez-vous avec son idole pour le grand show. 23h32, Tikendia fait son entrée au lycée moderne, lieu du spectacle. Juste un temps de concentration et les décibels tonnent. Sur scène, l'artiste engagé montre qu'il a encore de l'énergie malgré son concert de la veille à Daloa. Et ce, à la grande joie des spectateurs. Moment idéal pour le natif de Gbeleban de passer des messages de paix et de cohésion. Car toute la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles lors de la crise post-électorale 2010-2011. Nous sommes venus vous parler de paix, d'unité, parce que sans l'unité, nous ne gagnerons aucun combat. Car chaque fois que nous allons avancer de 10 pas, nous allons reculer encore de 20 pas si nous ne maintenons pas la stabilité. Tikendia Fakoli, un éveilleur de conscience, demande aux jeunes de tourner le dos à la paresse et de travailler pour mériter leur place dans la société. Selon lui, la Côte d'Ivoire est belle. Pour cela, la jeunesse doit la préserver en refusant d'être des boucliers humains pour des hommes politiques. Le seul combat à mener, c'est celui du développement, conseille le régleman ivoirien.
L'actualité internationale, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans au Caire. Il aura dirigé le pays de 1981 à 2011, poussé ensuite à la démission lors de la révolution égyptienne. La présidence égyptienne a annoncé qu'elle prendra en charge l'organisation des funérailles de l'ex-chef d'État. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Votre émission RTI 1 reçoit, c'est tout à l'heure, à 20h50. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Awele, va présenter la vision du gouvernement en termes de santé. C'est tout à l'heure sur RTI 1. Bonsoir à tous.